La radio de la communauté, salut à tous et à toutes. Nous avons la tribune de la radio aujourd'hui avec des invités qui nous viennent du Colorado avec Monsieur Serge Flavier, du Canada avec Georges Goma, du Canada encore avec Bernard Pongui et moi-même, Jean Lewis. Alors, bonsoir messieurs. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, on peut faire un petit tour de table de présentation. Quelques secondes. Alors, Bernard Pongui. Ben, je suis Bernard Pongui, je suis à Toronto, au Canada, et je suis résistant. Voilà, c'est comme ça que je vais me présenter. Voilà, merci. Alors, Georges Goma. Ben, écoutez, je suis Georges Goma, je suis donc au Québec, à Québec et au Canada. Ben, nous nous battons, n'est-ce pas, pour le Congo. Hein. Je pense que je suis comme Bernard, je suis résistant aussi parce qu'il n'est plus pas question de parler de l'opposition au Congo-Brazzaville. Nous sommes des résistants. Voilà. Alors, Serge Flavier, qui n'est pas un nouveau ici à la radio, puisqu'il a participé à plusieurs débats, notamment en 2015 et 2016. Serge Flavier. Oui, je suis M. Flavier Serge Moussaoui. Comme vous l'avez dit, Jean Lewis, je réside dans l'État du Colorado, aux États-Unis d'Amérique. Je suis économiste de formation et observateur de la chose politique, notamment en ce qui concerne mon pays d'origine, la République du Congo. Donc, j'aimerais intervenir ce soir dans ce débat en ayant beaucoup plus une vue sur les aspects économiques. Merci. Voilà, monsieur l'économiste, nous parlerons d'économie aujourd'hui, mais avant tout, essayons d'aborder quelques aspects de l'actualité congolaise, notamment avec la fermeture, nous avons appris il y a quelques heures que le CHU a été fermé par le gouvernement de la République. Alors, qu'en dites-vous, monsieur Bernard Pongui? Bon, mais écoutez, c'est avec désolation que nous venons d'apprendre cette nouvelle, que d'ailleurs que je venais de suivre un tweet de Thierry Mongala, qui est le ministre certainement de la communication de ce système, qui arrive à contredire, à dire que, toujours à se moquer de Congolais, qu'il y a encore un service minimum qui continue à fonctionner et que nous voyons dans ce tweet, Thierry Mongala essaie de s'acclamer et essaie de s'inventer sur les mérites. Mais en réalité, d'après ce que nous avions entendu, le CHU est complètement fermé, hermétiquement fermé. Les malades, il y a de ceux qui ont pu déplacer leurs parents. Et c'est vraiment une grande désolation au sein de la population parce qu'il faut reconnaître que le CHU, c'est l'unique grand centre médical que le Congo a. Et la grande partie de toutes les maladies, généralement, se traitent dans ce centre-là. Et quand nous voyons les médecins désertés parce qu'ils ne sont pas payés, parce qu'ils sont dans des conditions déplorables, c'est très triste. Comme vous voyez dans le système politique de ce régime, hein, l'objectif n'est pas de trouver des solutions, mais éventuellement c'est d'empirer la chose. Et nous voyons aujourd'hui, au lieu de trouver une véritable solution qui consiste à payer les employés, parce que ça fait partie de leurs droits, ceux qui travaillent méritent d'être payés, à la place, on décide purement et simplement de fermer le CHU. Donc, éventuellement, c'est de mettre encore des populations dans des conditions très dangereuses du point de vue santé. Voilà. Alors, Serge Flavier, peut-être des nouvelles de Brazza sur le CHU? Des nouvelles de Brazzaville, déjà, je dois vous avouer que j'ai du mal à suivre les médias publics congolais depuis ici. Mais j'ai été informé via les réseaux sociaux, je pense depuis tôt ce matin ou hier soir, que le centre hospitalier universitaire de Brazzaville serait fermé consécutivement au lancement d'un mouvement de grève par le personnel qui réclame, je pense, plusieurs mois de salaire impayé. Mais je n'ai pas eu la possibilité de confronter cette information trouvée sur les réseaux sociaux par d'autres sources, d'autres canaux. Mais puisqu'il n'y a pas eu de démenti formel en tant que tel jusque-là, je pense que l'information me paraît crédible, j'allais dire. Maintenant, si réellement le CHU est fermé, cela voudrait dire que le gouvernement a pris l'option de ne pas répondre aux revendications sociales du personnel.
Parce qu'à mon entendement, une grève ne devait pas entraîner la fermeture d'un hôpital, surtout quand on parle du CHU, comme l'a dit M. Pongui, qui est le plus grand centre hospitalier de la République du Congo. Je pense que le gouvernement devait rentrer en négociation avec le personnel pour trouver des solutions et maintenir l'établissement en fonctionnement. Et donc, s'il y a eu fermeture de l'hôpital, c'est très, très triste. Ça suscite en moi un sentiment de désolation, de voir que des vies humaines vont être mises en danger pour des raisons qui, à mon avis, ne se justifient pas. Merci. Voilà, avec vous, Georges Goma, peut-être un mot là-dessus. Oui, mais merci. Oui, merci de m'accorder la parole là-dessus. Bon, moi, je voudrais dire que ce qui arrive maintenant n'étonne personne, surtout pour les fins observateurs de la réalité sociopolitique et économique au Congo-Brazzaville. La fermeture du CHU, le plus grand centre hospitalier de la République, est un signe. C'est le signe de la faillite d'un État. La faillite d'un État qui est gouverné par des brigands. C'est l'échec de toute une politique. Il faut situer les choses dans un continuum. Vous voyez, le Congo émergent d'ici 2025, mais c'est de la rigolade, ça. On ne peut pas, un gouvernement ne peut pas comme ça se lever et fermer un centre hospitalier. Et c'est le début d'une suite qu'on va assister d'organismes d'État et même privés qui vont fermer les uns après les autres. S'ils sont dans la situation économique dont on nous parle, je vois mal comment ils vont se relever. Donc la fermeture du CHU de Brazzaville n'est qu'une fuite en avant-première. Et ça ne va pas se terminer, à mon sens. On ne sème que ce que l'on a, on ne récolte que ce qu'on a semé. Ça, c'est clair et net. Voilà, voilà merci. Ce que je pouvais dire un peu dans un premier temps sur la question. On espère bien qu'un service minimum sera mis en place et pour pallier au pire. Alors, nous allons aborder… John. Oui, allez-y. Rapidement. Bon, en fin de compte, si nous voyons la fermeture de CHU prise par le régime criminel et dictatorial de Brazzaville, c'est en quelque sorte déjà un grand signal qu'ils sont en train de lancer. C'est-à-dire, ils se sont décidés de ne pas résoudre les problèmes sociaux au niveau du Congo. Donc, c'est le bras de fer. C'est-à-dire, désormais, tous ceux qui se décideront d'aller en grève parce qu'ils ont des salaires impayés, nous avions l'impression ici que ça sera un retour au silence, c'est-à-dire c'est la force qui va primer sur tout. Alors, vous pensez que c'est par mauvaise foi qu'ils le font ou parce qu'ils n'ont plus rien à proposer? Bon, c'est les deux. Ils n'ont plus rien à proposer. Il faut survivre maintenant par la force, c'est-à-dire nous sommes au pouvoir, nous sommes les plus forts, on ne résout aucun problème social, quand même que vous avez travaillé, nous disons non à toutes les résolutions et nous allons fermer toutes les structures qui décideront d'aller en grève. C'est tout. Est-ce qu'ils ne veulent pas? Est-ce que ce n'est pas pour eux un moyen de préserver l'outil de travail du fait de ces manifestations? Peut-être qu'ils ne pourraient plus éventuellement contrôler? Oh non, je ne pense pas, parce que les médecins ne sont pas des brigands. Déjà, ils ont eu… Parce qu'il faut expliquer à vos auditeurs ici que les travailleurs du CHU ont déjà eu à donner quelques préalables. C'est-à-dire, ils se sont décidés eux-mêmes de mettre en place un service spécial d'urgence et jusqu'à une certaine date. Et c'est ce qui a été fait. Or, qu'est-ce que nous avions remarqué? Quand cette date est arrivée à échéance, ce régime criminel et dictatorial n'a jamais proposé des périodes de négociation. Et voilà que les employés ont décidé donc de partir en grève. Donc nous voyons, et quand les employés décident de partir en grève d'une manière totale, et le régime décide donc de fermer carrément le centre universel, le centre hospitalier. Et nous pensons qu'il y a une mauvaise foi ici, c'est-à-dire il n'y a aucun intérêt pour eux de négocier, parce que, un, ils n'ont pas de moyens. Deuxièmement, ils ne veulent pas ouvrir une fenêtre en ce qui concerne la négociation. Donc, il faut jouer à la force, c'est-à-dire
on ferme complètement ce tout et que les populations se démerdent à leur manière. Voilà, nous allons aborder le deuxième aspect de ce tour d'actualité avec cette information qui concerne les pays du Niari et le Pool. Nous venons d'apprendre à travers vous, Bernard Pongui, à travers un article que vous avez relayé, que le gouvernement de la République du Congo a eu des contacts ou a signé des protocoles avec le Rwanda, je crois, et l'Ouganda pour l'exploitation des terres là-bas dans les pays du Niari et du Pool. C'est-à-dire que les Congolais sont devenus de gros paresseux et qu'il faut recourir à la main-d'œuvre étrangère. Serge Flavier. Bien, merci beaucoup. Cette information, pour moi, est une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle pour les Congolais, pour tout le pays. J'aurais voulu bien entendre. Il y a des partenaires occidentaux, par exemple, néo-zélandais, hollandais, par exemple, qui seraient venus au Congo pour solliciter des terres afin de développer l'agriculture et l'élevage. La nouvelle passerait mieux que lorsqu'on vient nous dire que le Congo est allé signer des accords avec des pays comme le Rwanda, comme l'Ouganda, pour qu'ils viennent développer les terres en République du Congo. Je n'ai aucun problème avec des pays africains. Je ne voudrais pas sous-estimer l'expertise rwandaise et ou ougandaise, mais il est clair que le peuple congolais n'est pas un peuple paresseux. Et que si on peut aller chercher des opérateurs économiques au Rwanda et en Ouganda pour venir développer les terres au Congo, cela voudrait dire qu'au Congo, les fils du pays sont incapables de faire ce travail. Est-ce cela la réalité? Je me pose bien la question. Par le passé, lorsque le gouvernement a mis des moyens en place pour inciter les Congolais à développer l'agriculture, nous avons vu des choses se faire dans les pays du Niari. À l'époque où l'État était propriétaire d'un certain nombre de ranchs dans le Niari, nous avons vu l'agriculture et l'élevage se développer dans la zone de Mombelo, sur l'axe Mombelo-Makabana vers la DSC et la Mundi. J'ai vu des bœufs élevés dans cette zone. Et donc, même sans moyens de l'État, nous voyons le peuple congolais nourrir la population. Dans la zone de Mombelo, il y a l'oignon, il y a l'ail qui est développé avec des moyens rudimentaires. Est-ce que l'État a mis en place des moyens pour inciter les Congolais à travailler la terre et que les Congolais ont été incapables de faire le boulot pour qu'on aille signer des accords avec des pays comme le Rwanda et l'Ouganda? Donc, nous connaissons un peu certains aspects de leur histoire, et notamment certaines velléités expansionnistes, surtout lorsque nous parlons de nos frères rwandais. Qu'est-ce que le pouvoir est en train d'entrevoir dans le futur pour cette partie du pays, à savoir la vallée du Niari et la région du Poul? Je me pose bien de questions. Socialement, économiquement parlant, je ne trouve aucun fondement face à une telle décision d'aller signer des accords au Rwanda et en Ouganda. Alors, Georges Goma, qu'est-ce que vous redoutez là? Ces velléités expansionnistes dont parle Flavier, ou que vous pensez que cette main-d'œuvre, elle n'apportera rien au pays, dans la mesure où vous avez des compétences sur place même? Ben, écoutez, moi déjà, la première des choses que je vais relever, c'est la honte que je ressens en ce net moment à entendre des choses comme ça. Pour un pays qui continue à vivre sur une économie de rente, ce qui veut dire que le régime en place est d'abord lui-même un régime très très paresseux. C'est des gens qui ont, n'est-ce pas, qui attendent de l'argent qui leur tombe du ciel comme cela. C'est des gens qui ne créent pas de la richesse. Un pays tout entier vit sur les rentes du pétrole, et maintenant que le pétrole pose problème, et voilà qu'on se dirige vers un autre domaine qui est l'agriculture. Et même à défaut de pratiquer l'agriculture par les Congolais en leur donnant, n'est-ce pas, les moyens nécessaires qu'il faut pour exploiter cette richesse, ce sont des étrangers qu'on appelle. Partout dans le monde, je pense qu'on voit très bien des effets néfastes qui consistent
à vendre des bouts de terre aux étrangers. C'est très dommage. C'est très dommage. Et je reviens sur mon postulat de départ. Nous assistons pratiquement à un travail laborieux de destruction d'un pays. Destruction d'un pays sur tous les plans. Sur le plan politique, déjà, il y a une grosse escroquerie politique qui s'opère. Sur le plan économique aussi, avec tout ce que l'on est en train de voir. Et aussi sur le plan culturel, avec ce qui s'ensuit. Donc, je pense que cette information de la vente des terres congolaises aux Rwandais, si l'information s'avère, c'est encore un deuxième signe de la déchéance ou de la faillite d'un État. Le Congo, 342 000 km², 4 millions d'habitants, pays pétrolier qui n'arrive pas à mettre en place une vraie expertise dans l'exploitation de la terre, comme l'a dit mon ami Serge. La région de Mambélo, il n'a pas cité la tomate aussi, il y a la tomate aussi à Mambélo. Vous voyez, c'est des régions, la vallée du Niari tout entière est une vallée potentiellement riche dans l'exploitation de l'agriculture. Donc la seule chose qu'il vaille la peine d'être faite, c'est de rassembler nos efforts pour que ce régime s'arrête net. On ne peut pas continuer les frais là. On ne peut pas continuer les frais. Je ne sais pas si les Congolais se rendent compte de ce qui leur arrive, mais j'ai bien peur qu'ils se rendent compte très en retard. Donc, je pense qu'avec tout ce qui se passe, tous les Congolais, vraiment sans exception, y compris même ceux qui sont dans le régime, hein, qui, à quelques moments, quand ils rentrent chez eux, se regardent dans le miroir et se disent, mais bon sang, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Voilà. Voilà, avec vous, Bernard Pongui, nous allons conclure sur ce point avec vous. J'ai suivi votre vidéo ce matin. Vous ne voyez que des risques sur toute la ligne. Vous pensez qu'ils vont squatter ces régions ou provinces et vous ne voyez aucun avantage à ce que ces Rwandais et Ougandais viennent exploiter ces terres des pays du Niari et du Pôle. Alors, Bernard Pongui. Bon, mais je vais aborder cette question sur deux volets. Le tout premier serait, dans les années antérieures, il y a eu de la collaboration entre l'État congolais et les agriculteurs congolais, notamment par le biais des grandes entreprises qui existaient à l'époque, comme le OCC ou l'Office congolais du café, OCV aussi. Nous avons vu qu'il y a eu plusieurs subventions qui avaient été injectées dans le domaine agricole. Et les résultats, on les a connus. Hein. Le Congo arrivait à vendre du café à l'extérieur. Et on a eu aussi des grandes entreprises comme Mansumba qui produisait le foufou à grande échelle. Et tout ça, il y a eu beaucoup de subventions de la part de l'État congolais. Et aussi, il faut souligner qu'il y avait l'entreprise qui existait à l'époque qui produisait l'huile en caï qu'on appelait Huilka. Et la production d'huile revenait avec de l'arachide produit au Congo. Vous voyez ? Donc, il y a eu une coopération et des subventions de l'État congolais à cette époque. Donc, nous avons vu que la volonté de l'État congolais à cette époque donnait de la motivation aux Congolais et les Congolais ont toujours été des travailleurs capables de pouvoir apporter à leur État. Or, qu'est-ce que nous avons remarqué depuis que Sassou a pris les rênes du pouvoir? Toutes ces entreprises ont été hermétiquement fermées. Vous voyez? Et c'est sur ce plan où nous disons... nous regardons aussi les étudiants qui sortent de l'IRD, de l'Institut de développement au niveau du Congo. Et ces étudiants-là attendent des subventions. Ça fait plusieurs années. Ils n'ont jamais obtenu des subventions de la part de l'État. Et nous nous posons la question de savoir, est-ce qu'il y a déjà des possibilités qui ont été données aux Congolais pour essayer de développer l'agriculture par eux-mêmes? Non. Le régime ne l'a jamais fait et Sassou n'a jamais pensé à cela. Maintenant, le grand risque, et encore la révélation de cet article qui revient de Congo Liberty, en fin de compte, ne révèle pas le côté cassé de ces accords, c'est-à-dire le maintien du régime politique de Denis Sassou Nguesso au pouvoir au Congo. En fin de compte, dans cette politique de pouvoir attribuer ces terres aux Rwandais
et aux Ougandais contient un volet militaire. Hein, un volet militaire, c'est-à-dire dans le sens où ces gens-là seront là pour protéger le pouvoir de Sassou au cas où les populations de cette zone qui sont hostiles à la gouvernance et au régime criminel et dictatorial de Sassou pourront arriver un jour à se soulever. Donc, on voit là carrément un plan de destruction du Congo. Donc, on est passé par la crise du pool qui consiste à libérer des terres. Et là, on injecte déjà des taxes foncières hein, que M. Mohamed venait de parler lors de son entretien. Donc, nous avons là une volonté de vouloir récupérer des terres à grande échelle auprès de la population, éventuellement pour essayer d'implanter les Ougandais et les Rwandais, que nous connaissons déjà leur attitude, hein, notamment avec l'annexion qui se passe au niveau de la République démocratique du Congo. Et nous, notre crainte, c'est de voir ici que les Congolais ont la volonté, la motivation de pouvoir travailler, de cultiver leurs terres eux-mêmes, peut-être prendre de l'expertise ailleurs, mais nous souhaiterons que les Congolais travaillent les terres eux-mêmes. Nous ne voulons pas des Rwandais et des Ougandais par déjà leur attitude hein, d'annexion, parce que nous savons qu'ils ont annexé la République démocratique du Congo, ils assurent l'exploitation des minerais au niveau de la République démocratique du Congo. Donc notre crainte, c'est de voir un jour que nous puissions être annexés par le Rwandais et les Ougandais. Voilà, merci Bernard Pongui. Avant que vous ne partiez, donc, nous allons aborder la première partie de cet entretien. Une petite minute pour faire un petit ajout à ce que M. Bernard Pongui venait de dire. Oui, allez-y. Oui, merci beaucoup. Je vais simplement dire que ceux qui sont de la même génération que moi ou qui sont plus âgés que moi se souviendront que pendant les années difficiles qu'a connu notre pays avec les guerres civiles, l'implication des éléments rwandais était signalée dans la guerre civile congolaise. Et donc, ce bout de l'histoire m'amène à dire que le volet militaire dont a parlé M. Pongui est un élément très important dont le peuple congolais devrait se méfier et prendre avec beaucoup de sérieux. Et s'il y a à protester contre l'arrivée des Rwandais ou des Ougandais au Congo sous le prétexte de venir exploiter nos terres à la place des Congolais, ce qui au départ constitue déjà une honte pour toute la nation congolaise. C'est comme si le peuple congolais était le plus paresseux en Afrique, ce qui n'est pas vrai. Et je pense que ce peuple a le droit de protester, sinon de refuser catégoriquement l'arrivée sur ces terres des Africains dont les comportements sont connus de tous. M. Pongui a parlé de l'annexion d'une partie de la RDC. C'est une réalité que vivent les Congolais de Kinshasa. Et donc, ceux de Brazzaville devraient se préparer, si cette information est vérifiée, devraient se préparer à protester, à refuser, à rejeter, à résister à toute velléité d'implantation des Rwandais et des Ougandais sur les terres congolaises pour la future. Merci. Voilà, donc Bernard Pongui, nous savons que vous partez bientôt. Alors, avec vous, Georges, nous allons aborder le thème du jour, notamment la crise congolaise et les négociations avec le FMI. Alors, tout le monde le sait, une balance commerciale déficitaire, une ardoise de plus de 5 milliards de dollars de CFA. Donc, le Congo ne peut que recourir à l'aide du FMI. Alors, les négociations se sont tenues et suspendues à ce jour. Et nous allons donc essayer de voir comment en est-on arrivé là. Est-ce que nous pouvons, Georges Goma, scruter les causes même de cette crise que connaît le pays? Merci de cette question-là. Bon, c'est le nœud du problème, de toute façon. C'est le nœud du problème. J'avais parlé tantôt d'une escroquerie politique qui est articulée à l'escroquerie économique, et ça se voit très, très, très bien. On a du mal à comprendre qu'un pays comme le Congo-Brazzaville, un pays producteur, le 4e producteur du pétrole en Afrique noire, et qu'il y a un passé récent à accumuler, n'est-ce pas, des surplus extraordinaires en termes, n'est-ce pas, de recettes de pétrole.
qui, il n'y a pas longtemps, s'était prévalu d'un compte bien fourni pour les générations futures. Et qui, en 2010, s'est vu, n'est-ce pas, avec l'initiative PTE, vu décharger de presque la totalité de sa dette. Ça remonte à quelques années seulement. Alors, comment peut-on se retrouver en 2017 en train d'aller faire la manche auprès du Fonds monétaire international? Il y a quand même cette question qui est fondamentale qu'il faut se poser et chercher, n'est-ce pas, des vraies réponses basées sur les faits réels. Donc, pour moi, je pense que la question est éminemment politique, là. La stratégie de M. Denis Sassou Nguesso de rester au pouvoir éternellement, mourir au pouvoir et laisser les siens au pouvoir, j'ai bien peur de penser que c'est cette stratégie qui est consommatrice de beaucoup d'argent. Allô, est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas s'il y a un bruit sur mon téléphone. Allô? Oui, je t'entends, Georges. D'accord, mais c'est parfait, c'est parfait. Donc, je disais que, écoutez, Denis Sassou Nguesso est en train depuis qu'il est revenu au pouvoir, la guerre de 1997 se continue jusqu'aujourd'hui. Et il est en train de brûler des sommes incommensurables des derniers publics à acheter des armes. C'est ça qu'il faut dire maintenant, là. Il est en train d'acheter des armes tous les jours dans tous les pays, en Corée du Nord, tout simplement pour entretenir sa guerre. Et on s'étonne où est-ce qu'il trouve où est-ce que va l'argent du pays. Mais la guerre dans le pool dure depuis plus d'un an et demi maintenant. Mais il faut évaluer, n'est-ce pas, le coût de cette guerre dans le pool. Donc, je pense quand même que le Fonds monétaire international, qui a quand même un carnet de charges, qui semble avoir, n'est-ce pas, une tolérance alors coupable vis-à-vis du régime de Denis Sassou Nguesso en le caressant dans le sens du poil, devait, je pense, revenir à des meilleurs sentiments et taper le poing sur la table. Là, la mission qui s'est présentée à Brazzaville, ils sont revenus 110%, la dette de 110% du PIB. Mais attendez, vous savez, il faut que les gens sachent c'est quoi le PIB. Hein? C'est l'ensemble de la production d'un pays quand même en une année. Mais une dette de 110%, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et oui, Radio Congo Live en Chicago, la radio de la communauté, nous parlions de la crise congolaise et du FMI. Alors, Georges Goma, vous aviez la parole sur les causes de la crise congolaise. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement, succinctement sur ce que vous venez de dire? Oui, tout à fait. Hein. Nous parlions en ce moment, tout semble être focalisé un peu autour de la mission du Fonds monétaire international au Congo-Brazzaville. C'est comme si tout le problème s'articulait autour de la manière dont, évidemment, les institutions internationales, et parmi lesquelles le Fonds monétaire international devait, n'est-ce pas, apporter une aide au régime du Congo-Brazzaville et finalement, je dirais, une aide à Denis Sassou Nguesso. Parce que tout le problème, il est là. Mais je pense que là, c'est mal aborder les choses. C'est mal aborder les choses. Quand on n'arrive pas à bien mettre en évidence les causes d'un phénomène, eh bien, toutes les solutions qu'on pourrait apporter sont des solutions qui seront également fausses, qui ne tiendront pas. Il faut que les gens sachent pourquoi est-ce qu'un petit pays comme le Congo-Brazzaville, je disais, qui était le 4e producteur d'or noir en Afrique, et il n'y a pas que le pétrole au Congo-Brazzaville, il y a bien d'autres commodités comme le bois, comme les autres minerais là au Congo-Brazzaville. Alors, il faut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on a géré toute cette manne d'argent au Congo-Brazzaville. Et les Congolais se souviendront aussi que chaque fois que Denis Sassou Nguesso a été au pouvoir, il y a eu des redévances de pétrole énormes, alors énormes. Mais attendez, il faut qu'on nous dise un peu qu'est-ce qu'on a fait de cet argent-là. Quand on voit que le système sanitaire est en lambeaux,
le système éducatif est en lambeaux, et on se gargarise à nous montrer que voilà, on a fait des infrastructures. Alors, il faut qu'on fasse aussi une audit sur tout l'argent qu'on a dépensé pour ces infrastructures-là. Donc, je pense quand même qu'il faut voir la gouvernance du Congo-Brazzaville. Il faut voir l'essence même de la politique au Congo-Brazzaville. L'orientation que Denis Sassou Nguesso a donnée à cette politique au Congo-Brazzaville, qui clairement, quand les observateurs attentifs essaient de voir la chose, Denis Sassou Nguesso veut s'éterniser au pouvoir. On voit très bien comment est-ce que les constitutions, il les utilise comme des Kleenex, il les jette, et pour maintenir son pouvoir, il sait très bien que sans l'usage de la force disproportionnée, sans l'usage des armes qu'il achète tous les jours, presque tous les jours, c'est à peine que j'exagère. Alors, tout l'argent du Congo est passé là-dedans. On ne peut pas entretenir une guerre depuis 1997, depuis 20 ans maintenant, il faut le dire, et penser que l'argent sera toujours dans les caisses de l'État. Et la responsabilité des organisations internationales est vraiment appelée à ce niveau-là. Le Fonds monétaire international ne doit pas comme ça tranquillement donner de l'argent à Denis Sassou Nguesso sans savoir ce qu'il en a fait. Sinon, l'organisation internationale passera pour être le complice le plus attitré d'un génocidaire, d'un dictateur, d'un tyran. Il faut bien le dire, parce qu'aujourd'hui, on a des contacts avec des gens au pays. Les gens sont tyrannisés. Georges, nous aurons le temps de revenir sur les esquisses de solutions dont justement oui, mais je vais terminer quand même, Jean-Lévis, je vais terminer quand même pour dire que les gens le sachent très très bien, que l'origine de la crise, à mon sens, est essentiellement due à l'usage maladroit ou bien à des fins inavoués par Denis Sassou Nguesso et son régime dans l'achat des armes. Donc, il faut que le Fonds monétaire international puisse se mettre ça en tête et aussi qu'il recentre le vrai problème, qui est le problème politique. Le problème politique est essentiel. Il faut, évidemment, pour régler le problème, qu'il n'y ait pas de prisonniers politiques en prison. Pour régler le problème, il faut arrêter les opérations militaires dans le pool. Pour régler le problème, il faut que tous les Congolais s'asseyent pour régler le problème du pays. Voilà les vrais problèmes. Si le Fonds monétaire international ne prend pas ce problème politique à bras le corps, qu'il va articuler à la possibilité d'aider le Congo, eh bien, voilà, les mêmes causes produiront les mêmes effets. On n'aura pas avancé. Voilà, merci Georges. Georges Goma parle d'usage maladroit. Monsieur Serge Flavier, vous êtes économiste, vous avez, je crois, fait de la finance publique. Dans ces missions traditionnelles de l'État, comment l'argent de l'État devrait être géré? Est-ce que vous pouvez nous peindre ce tableau-là et revenir sur les spécificités, sur le cas même du Congo? Qu'est-ce qui aurait réellement conduit le pays vers ce lourd endettement, Serge Flavier? Oui, merci beaucoup, M. Jim Lewis. Je vais d'abord dire que la crise congolaise dont on parle, elle est d'abord par essence une crise budgétaire et une crise financière. Elle est une crise budgétaire parce qu'elle est née d'un problème de déficit chronique au niveau du budget de l'État congolais. Depuis un certain nombre d'années, la République du Congo a traîné des déficits budgétaires. Alors, c'est quoi un déficit budgétaire, succinctement? Le budget pour un pays, c'est l'ensemble des recettes et des dépenses d'un État. Les recettes, généralement, viennent des impôts, des taxes et parfois, très souvent, des transferts de fonds venant de l'extérieur. Et pour le cas du Congo, nous avons ce pétrole qui est devenu la source principale de nos recettes. Donc, à côté des impôts, à côté des taxes, l'État peut prélever. J'ai bien voulu faire un petit bref, disons donner un bref aperçu sur le mécanisme du budget d'un État, juste pour montrer comment est-ce que la République du Congo, depuis un certain nombre d'années, a accumulé les déficits budgétaires. Et donc, le budget, je disais, c'était l'ensemble des dépenses et des recettes d'un État. Et les recettes ici provenaient droit de la fiscalité, c'est-à-dire les impôts et les taxes, d'une part, et d'autre part,
pour le cas du Congo, de la vente du pétrole. De la vente du pétrole, parce que depuis les gouvernements du président Lissouba, le Congo était parvenu à obtenir un principe de partage de production avec les sociétés pétrolières. Donc, la part du pétrole qui revient au Congo est théoriquement vendue par le Congo, qui en récolte donc les recettes. Et donc, l'ensemble de ces recettes étaient prévues, doivent plutôt servir chaque année à financer les dépenses de l'État. Les dépenses de l'État sont généralement de quatre ordres. Il y a des dépenses de fonctionnement. C'est là-dedans que nous retrouvons tout ce qui est salaire aux fonctionnaires, tout ce qui est train de vie de l'État. Il y a les dépenses d'intervention de l'État, les interventions dans le domaine social, les interventions également au niveau international, parce que l'État a un certain nombre d'obligations à remplir vis-à-vis des organismes internationaux auprès desquels il y a des contributions à apporter. Le troisième poste de dépenses, ce sont les dépenses d'équipement et d'investissement. Et donc, lorsqu'on nous parle de la construction des routes, des aéroports, etc., eh ben, c'est ce poste de dépenses. Et le quatrième poste, c'est la dette. La dette avec ses intérêts. Tous les pays du monde sont endettés. Peut-être à une exception. Je ne maîtrise pas la situation de la Chine. La Chine pourrait peut-être se targuer de ne pas être endettée, mais ça m'étonnerait. Les pays du monde sont endettés. Et quand un budget est mis en place, ces 4 postes de dépenses doivent y figurer. Donc, chaque année, le Congo devrait payer sa dette des années antérieures. Il se trouve que la balance entre les dépenses et les recettes n'était plus assurée ou n'est plus assurée depuis un certain nombre d'années. Le Congo dépense plus d'argent qu'il parvient à en encaisser. Et c'est ce qui crée ce qu'on appelle le déficit budgétaire. Lorsque ces déficits budgétaires deviennent récurrents et chroniques, ça conduit le pays à une crise de la dette, comme ce fut le cas pour la Grèce il y a quelques années, et comme c'est le cas aujourd'hui pour la République du Congo. Maintenant, la question qu'on peut se poser, j'ai entendu M. Ngoma dire que le Congo a connu des booms pétroliers, a donc vendu suffisamment de pétrole et engrangé suffisamment de recettes pour ne pas se retrouver dans la situation actuelle. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je venais d'expliquer un mécanisme qui est général, qui relève de l'économie, qui relève de la finance publique. Pour le cas précis du Congo, il y a 2 problèmes sérieux. Le premier problème, c'est que le gouvernement congolais, depuis le retour aux affaires de M. Denis Sassou Nguesso, a basé l'essentiel de ses recettes sur le pétrole, a négligé les autres sources de financement de l'État que sont les impôts et les taxes. Et le deuxième problème, le Congo a réalisé des excédents budgétaires autour des années 2014. Et on nous a même parlé de la constitution au niveau de la Banque centrale, ou je ne sais de quelle banque, d'un fonds qu'ils ont appelé le Fonds pour les générations futures. Ça veut dire que le Congo encaissait plus d'argent qu'il n'en dépensait et se retrouvait avec un surplus d'argent, ce qu'on appelle excédent budgétaire. Ces excédents, au dire des gouvernements successifs du pays, depuis les années 2014, je pense, cet argent serait logé dans un fonds appelé Fonds pour les générations futures. Donc, logiquement, d'un point de vue technique et économique, le Congo ne devrait pas avoir une crise aujourd'hui. Mais d'où vient que un pays qui a vendu beaucoup de pétrole et a réalisé des excédents budgétaires se retrouve aujourd'hui carrément en faillite et est obligé d'aller négocier un programme auprès du FMI. Mon analyse personnelle m'amène à dire que la crise congolaise est une crise de mauvaise gestion. C'est une crise de la faillite du management de ceux qui gouvernent le pays. Parce que si on a fait des excédents budgétaires,
Ça veut dire qu'on a été capable, avec des fonds propres, de financer le fonctionnement de l'État, de financer les investissements, de financer certaines prestations sociales. Je prendrai l'exemple de la césarienne qui avait été déclarée à un certain moment, comment on dit ça, gratuite dans les hôpitaux. Et donc, l'État devrait être capable de financer le coût des césariennes que les hôpitaux devaient réaliser gratuitement. Il s'avère que dans la réalité, c'est pas le cas. Donc, l'État congolais, théoriquement, était capable, avec ses fonds propres, de financer toutes ses dépenses et se retrouver avec ses excédents. Ces excédents pouvaient servir pour payer les dettes antérieures, pour faire que le pays ne croupisse pas sous le poids de la dette. Alors, si aujourd'hui, en 2017, le Congo traîne une lourde dette qui dépasse les 110% de son PIB, cela voudra dire que depuis plusieurs années, le pays n'a pas été capable de payer avec ses fonds propres les dépenses de l'État. Où est parti alors l'argent